Vous êtes bien sur France 24, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité, ici en France du moins, c'est bien sûr l'attente de ce remaniement annoncé désormais comme imminent. La composition du nouveau gouvernement devrait être dévoilée dans les toutes prochaines minutes par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Quelle nouvelle équipe gouvernementale pour affronter les turbulences de l'après-Covid ? La crise sanitaire, bien sûr, sans doute loin d'être terminée, mais aussi les turbulences économiques et sociales de la rentrée, pour préparer aussi le terrain en vue de la prochaine élection présidentielle. Quelle équipe pour 2022 ? On va en débattre tout au long de l'heure qui vient avec à mes côtés Michel Cotta, éditorialiste à Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour. Et également Roselyne Febvre, la spécialiste politique de France 24. Merci Roselyne. On attend évidemment d'en savoir plus sur ce remaniement. Après, bien sûr, la désignation de ce Premier ministre en fin de semaine dernière, Jean Castex. Quelles vont être les principales figures qui rentreront au gouvernement, celles qui resteront également? Quelles sont les toutes dernières infos dont vous disposez, Roselyne ? Écoutez, les infos, elles vont, elles viennent. Alors, il y a des noms qui sont jetés en pâture, la plupart du temps par ceux qui veulent y rentrer. Donc, on a parfois des noms un peu loufoques. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est, je ne vais pas me lancer peut-être pour être démenti dans quelques minutes. On est à peu près sûr de ceux qui vont rester. C'est Bruno Le Maire, qui n'a pas démérité, qui a été plutôt bon pendant la crise, donc ministre de l'économie. Gérald Darmanin au compte public, qui lui devrait peut-être changer soit le travail, soit l'intérieur. Mais l'intérieur, il a quand même une affaire judiciaire qui est encore en cours, donc ce serait compliqué. Jean-Michel Blanquer restera sûrement aussi. Peut-être que lui, on le dit justement, peut-être entrant à l'intérieur, des ministres qui vont voir peut-être, qui vont passer de secrétaire d'État à ministre, en tout cas un ministère élargi comme Muriel Chiappa, et puis d'autres dont on considère qu'ils n'ont pas assez pris la lumière ou qu'ils n'ont pas été convaincants. Alors le nom de Muriel Pénicaud était un petit peu aussi dans la balance. Qui avait été pourtant l'une des premières figures, on s'en souvient, que la réforme du Code du travail, l'une des premières grandes réformes de l'ère Macron. Tout à fait. Et elle n'a pas démérité, mais elle avait peut-être un problème dans son expression. C'est une bonne négociatrice, mais elle n'imprimait pas peut-être suffisamment, y compris dans ses interviews, où parfois elle était un petit peu fouillie, ce qui ne donnait pas une bonne image, mais pourtant c'est une bonne technicienne. Nicole Belloubet aussi serait plus ou moins sur la sellette. Et puis bien évidemment Christophe Castaner. Alors lui, c'est un fidèle d'Emmanuel Macron, donc difficile de s'en séparer, c'est-à-dire de peut-être le remettre dans un autre ministère, mais en tout cas il avait remplacé au pied levé Gérard Collomb, qui avait remplacé au pied levé et qui grattait à la porte depuis pas tout à fait au pied levé, puisqu'il y avait eu l'intérim. Michel Cotta. Il y avait eu l'intérim d'Édouard Philippe pendant 15 jours. Oui. Donc on avait mis quand même 15 jours pour trouver un ministre de l'Intérieur. C'est vrai, vous avez raison. Il avait eu du mal à faire le casting en quelque sorte. Preuve que le choix pour ce poste de ministre de l'Intérieur, qu'on sait ô combien important pour le président de la République en temps normal, c'est souvent un proche du chef de l'État qui est désigné. C'est un choix crucial, Michel Cotta ? C'est un choix politique crucial. D'abord, c'est un ministère régalien s'il en est. Ensuite, il n'y a pas d'État sans la police, sans l'ordre. Donc déjà, on voit bien que c'est important. Et enfin, il y a tout un aspect proche du pouvoir parce que évitant des coups fourrés, donc de nature à être vraiment un défenseur de la personnalité et de la politique du président, quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'avoir à l'intérieur un rigoureux inconnu ou quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il vous défendra. Un rôle qui va être difficile puisqu'il y a d'un côté cette demande d'ordre très forte qui monte depuis des années en France et qui est d'ailleurs relayée par Jean Castex, désormais à Matignon, et qui en a exprimé en tout cas l'une de ses premières priorités. Et puis de l'autre, on a vu ces manifestations, justice pour Adama ces dernières semaines, un peu à la suite de ce qu'on a vu aux États-Unis pour George Floyd. Oui, justement, d'ailleurs, l'air du ministre de l'Intérieur, de Castaner, a été pas tellement mauvaise au début. Au début, au contraire, au moment où on se disait est-ce qu'il est assez fort pour affronter ça Bon, finalement, surtout avec Laurent Nunez, qui connaît très bien le milieu. Et qui pourrait rester, lui, d'après vous ? Qui pourrait rester. En charge de la sécurité. Mais on s'est dit, ça passe. Et puis, il y a eu effectivement cette mauvaise réaction sur les violences policières et surtout les violences avérées. Oui, les soupçons avérés. En cas de suspicion avérée, et ça, c'est pas passé. Alors que finalement, quand on voit le mot soupçon avéré, c'est une réalité. Ouais. Une réalité. Bon, donc, et c'est à partir de là, je crois que
tout de même, le sort de Christophe Castaner a été scellé. Alors Christophe Castaner, on ne va pas faire toute l'émission sur lui bien sûr, mais c'est quand même important puisque c'est l'une des personnalités dont on pressent un départ quasi inévitable, Roselyne Febvre. Christophe Castaner a longtemps été critiqué pour avoir couvert la police lors notamment des manifestations de Gilets jaunes avec parfois ses blessures physiques qu'il a endossées d'une certaine manière. Et puis finalement, c'est pour presque l'inverse, pour avoir lâché la police ces dernières semaines qu'il est aujourd'hui cloué au pilori. Vous avez tout à fait raison, c'est que d'abord la police, à ce moment-là, n'oublions pas, a protégé l'État. C'est-à-dire les ministères, rappelez-vous, lorsqu'ils sont venus défoncer, certains gilets jaunes sont venus défoncer le ministère de Benjamin Griveaux. Donc la police a été vraiment efficace à ces moments-là. On a évité le pire, il n'y a pas eu de bavure. Il y a eu, c'est vrai, des blessés, des gens qui ont perdu un œil, notamment avec les fameux LBD. Donc ça a été plutôt bien maîtrisé. Mais ce qui effectivement a été un sentiment de lâchage, et Michel a raison de rappeler le soupçon avéré. Quelques jours après, il y a eu des manifestations de policiers qui ont, rappelez-vous, déposé les menottes par terre. Ils étaient furieux et ils ont donné le sentiment qu'ils étaient lâchés. Et dans un état de droit, dans un état d'autorité, on ne peut pas laisser lâcher la police. Oui, d'un autre côté, on voit bien la difficulté parce que les violences policières ont existé. Certaines sont vraiment compréhensibles. Hein, quand on les voit, quand on a vu les CRS pendant les Gilets jaunes faire face pendant 12 heures, 15 heures, 16 heures, c'est vrai qu'on comprend qu'il y ait comprend que statistiquement, voilà. Bon, on ne peut pas comprendre chaque geste individuellement. Quand même, le corps policier n'est pas un corps qui accepte qu'on dise il y a des racistes dans la police. Toute la police n'est pas raciste, mais il y a certains racistes dans la police. Au fond, on peut entendre, en France, il n'y a pas de racisme d'État, mais certains sont racistes. Bon, eh bien ça, on ne peut pas le dire, ou pas le dire de cette manière pour des policiers, et ça explique effectivement les jets de menottes. En plus, ils ont quand même l'impression d'avoir été mobilisés, là maintenant, il faut bien dire qu'ils sont mobilisés depuis 3 ans. Tous les samedis, tous les dimanches. Bon. Mais j'ajoute que l'affaire de Saint-Denis, qui vient de se passer avec le trafic de drogue quand même, et 4 policiers mis en examen, concourt à créer une mauvaise il y a une mauvaise séquence là. C'est une mauvaise séquence, alors qu'on se rappelle au moment du terrorisme, les Français les embrassaient. Et maintenant on voit des manifestations où des jeunes gens disent on est la police. Bon, donc l'urgence, ça va être de donner des gages à la police, de soutien moral. L'urgence, oui. Oui, n'oublions pas qu'il y a eu l'affaire George Floyd aux États-Unis, donc qui a fait résonance en France, et dans le fond on a mis un peu, on a globalisé un peu, et l'affaire Traoré en plus est ressorti, puisqu'il y a eu cet énième procès, expertise plutôt. Oui, produite alors par l'État et donc par la famille. La famille a produit sa contre-expertise qui infirme les 3 expertises jusqu'à présent avancées par l'État, qui disculpe pour ce qui est des policiers. Chouviat, de ce pauvre livreur qui est mort. Cédric Chouviat par asphyxie également. Par asphyxie après un plaquage au sol. Oui, et d'ailleurs, on n'est pas revenu sur le plaquage au sol. C'est aussi toute la difficulté de la période, puisque la séquence, on a invoqué un moment l'utilisation de flashball pour revenir finalement à sur le plaquage au sol. Enfin, de taser plutôt que flashball, pardonnez-moi, mais de l'utilisation de taser pour revenir sur finalement le plaquage au sol. Même le plaquage au sol, donc le ministre l'avait condamné, et puis il y a eu certaines réactions qui font que on n'a plus trop parlé de ce. Alors attention, Alexis Kohler arrive, on va l'écouter tout de suite, l'annonce du gouvernement. On peut avoir le son, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance,
Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre, Monsieur Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Madame Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Auprès de la ministre de la Transition écologique, Madame Emmanuelle Vargon, chargée du logement, Monsieur Jean-Baptiste Djebari, chargé des transports. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Monsieur Olivier Dussopt, chargé des comptes publics. Madame Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'industrie. Monsieur Alain Griset, chargé des petites et moyennes entreprises. Auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Madame Roxana Maracineanu, chargée des sports. Auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Auprès du ministre de l'Intérieur, Madame Marlène Schiappa, chargée de la citoyenneté. Auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Madame Brigitte Klinkert, chargée de l'insertion. Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Madame Nadia Hay, chargée de la ville. Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Brigitte Bourguignon, chargée de l'autonomie. Et nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Monsieur Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement ce mardi 7 juillet à 15 h. Je vous remercie. Et c'est donc le nouveau gouvernement, le premier gouvernement Castex, Roselyne Febvre, avec des entrants, des surprises, des noms qu'on attendait, d'autres pas, un certain nombre de ministres qui changent de périmètre ou d'attribution. Citons dans le désordre, mais tout de même dans l'ordre des surprises, Éric Dupond-Moretti, nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors ça, c'est la surprise du chef. Oui, c'est absolument la surprise, et on pouvait se dire c'est juge et parti, puisque avocat. Eh bien, écoutez... C'est un pari quand même, hein. Oui, c'est un pari, c'est une personnalité forte. Clivante.
clivante. Y Absolument. compris dans Oui. le milieu des magistrats et des avocats. sans Oui, doute. alors il devait commencer à Europe 1, il devait avoir un édito tous les matins. Bon, Vous perdez un collègue, Michel. Puis Vous surtout, perdez un collègue. Et puis surtout, il menaçait d'attaquer le parquet financier pour écoute, pour Oui. ses propres écoutes. Juge et ça va partie, être... comme l'a dit Roselyne, Voilà. ça va être Oui, intéressant. il y a eu Oui. beaucoup d'avocats qui ont été ministres de la Justice, comme Robert Oui. Badinter. C'est Mais une lui, mise il au- était façon de le vraiment... neutraliser. C'est une lui, il mise au était pas de la- vraiment en bagarre. C'est avec une le mise au parquet pas de la financier. C'est drôle. magistrature et du absolument. parquet national financier. Pardon. C'est une mise au pas de la magistrature et du parquet national financier. Une mise au pas, non, je pense pas. En tout cas, peut-être une façon. Alors, on parle tout le temps de cette indépendance du parquet national financier, mais est-ce que l'indépendance, dans le fond, elle Le est, parquet elle n'est est pas pas dans les têtes Mm. Oui, il n'y a pas Le parquet n'est pas d'indépendance, indépendant, puisque hein. de toute façon, c'est la courroie de transmission. Mais l'indépendance, elle est souvent dans les têtes, hein, quelle que soit la personne. C'est un homme On qu'on met- imagine sourcillant, en tout cas, de l'indépendance des magistrats Absolument, et des avocats. donc ça Éric peut être, Dupond-Moretti. ça peut être un une gage. garantie, Oui. ça peut être un gage, mais souvent, vous savez, la fonction fait l'homme. Oui, et de toute façon, le parquet est là pour ne pas être indépendant, hein. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Beaucoup de gens ont demandé que le parquet soit indépendant. Le parquet dépend du ministère de la Justice, Oui. donc il est normal. Alors, ces interventions sont mesurées, et dans le cas qu'a relevé Dupond-Moretti, elles n'étaient pas mesurées. Elles Ouais. étaient même exagérées. Alors on verra si Dupond-Moretti modère son expression, ou en tout cas s'insère davantage dans le mode d'expression habituel des politiques. Bien sûr. Autre entrant, alors là c'est moins une surprise parce qu'on en parlait ces dernières heures, c'est Roselyne Bachelot qui effectue un retour au premier Oui. plan, ministre de la Culture. On a beaucoup parlé d'elle à l'occasion de la crise du Covid, qui a d'une certaine manière réhabilité ses années passées à la santé. C'est vrai, puisqu'on lui avait reproché d'avoir commandé trop de vaccins, des masques. Roselyne Bachelot s'était retirée de la vie politique. Elle avait dit plus jamais. La politique, c'est fini pour moi. Elle a été chroniqueuse, je crois, sur C8 et puis après sur LCI. Et elle avait eu des mots, effectivement, on se souvient, il y a quelques jours, hein, lorsqu'elle était entendue par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, où elle critiquait les médecins libéraux qui n'étaient pas capables de se débrouiller sans masque. Et elle avait dit c'est quoi ce pays Est-ce que le préfet est obligé d'arriver avec une petite charrette Et ces masques avaient fait bondir les médecins. D'ailleurs, c'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est une vraie personnalité. C'est une femme de culture qui est Oui, parce folle qu'on- d'opéra. Oui. Si vous allez à l'opéra, vous êtes De sûr de la Verdi. croiser. Pardon De Verdi, elle est folle. Et de Verdi. et de Elle a écrit Verdi, des livres voilà. sur Après, elle Verdi. n'aura pas, régulièrement. elle n'aura pas d'intervention particulière sur la culture, sur le domaine de la santé, pardon, en cas de recrudescence d'épidémie non, mais de c'est Covid en une France. personnalité. Elle est de droite. Elle a été ministre de Chirac. Proche de François Fillon. Proche de François Fillon. C'est une femme qui a son franc-parler, qui est plutôt... Une séguiniste, une gaulliste sociale comme Jean Castex. Voilà, tout à fait, exactement. Alors, ça peut faire aussi, on peut se dire, c'est pas nouveau, c'est peut-être un peu vieux monde. Hein, mais Emmanuel Macron qui s'était targué, dans un premier temps, dans son premier gouvernement, de faire venir des personnalités de la société civile. Et ben là, on se rend compte qu'il y a peu de sociétés C'est-à-dire civiles. qu'il faut des Michel gens, Cotin. ils font des gens opérationnels. Oui, c'est ça. Autant dire 20 mois séparent la campagne électorale, enfin, aujourd'hui de la campagne C'est électorale. important de, Alors, faut qu'il y ait de des se gens qui- réconcilier avec le monde de la culture pour Emmanuel Macron. Oui, Il non, avait mais beaucoup surtout, critiqué Franck Riester, il a Pardon, démérité. Ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'il faut des gens qui aient de l'expérience, un peu. Ça explique C'est ce qu'avait dit quand Jean même, parce Castex. qu'ils n'ont pas le temps de faire leur classe, là. Autant il y a 3 ans, il y avait des ministres qui entraient, qui n'avaient jamais participé à un gouvernement. Autant là, on a l'impression qu'il faut des gens qui soient opérationnels tout de suite. Alors, il se trouve que Roselyne Bachelot était une amie de Jean Castex et qu'elle le connaissait très bien, ce qui n'était pas le cas d'autres. Mais moi, il me semble aussi que le troisième cas important est l'arrivée de Gérald Darmanin à Alors, l'intérieur. on va en parler justement dans un instant. On va aller faire un tour tout de suite dans la cour de l'Élysée où se trouve pour France 24 Karim Yayaoui. Est-ce qu'il y a des réactions, Karim, dans ce qu'on appelle le microcosme, hein, c'est-à-dire le monde des médias qui vous entoure à ces annonces? Il y avait effectivement un certain nombre de rumeurs, notamment celle d'Éric Dupond-Moretti qui a pris corps cette dernière heure, même si on avait quand même bien du mal à y croire.
C'est vrai que le cas Éric Dupond-Moretti a été évoqué par un certain nombre de journalistes ces dernières heures, mais c'est vrai aussi qu'on a le sentiment que les surprises qui étaient attendues ne sont pas forcément à la hauteur. C'est vrai qu'il y a Roselyne Bachelot, qu'il y a Éric Dupond-Moretti, qui ne sont pas forcément des choix évidents auxquels les journalistes pensaient ces derniers jours, mais on sent bien aussi ici que ça a été un petit peu compliqué à mettre en place. C'est vrai qu'on attendait l'annonce de ce gouvernement dès ce matin, et puis à 11h, et puis finalement à 19h. Il y avait aussi beaucoup de réflexions autour du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin prend donc ce poste, mais c'est vrai qu'un certain nombre de médias avaient évoqué la possibilité Jean-Michel Blanquer, qui finalement reste à son poste. C'est vrai que c'était compliqué peut-être de se séparer de Jean-Michel Blanquer, parce que ça aurait été en quelque sorte reconnaître un échec en matière d'éducation nationale. C'est vrai qu'il a été critiqué ces derniers temps, mais c'est vrai aussi que malgré les critiques qui ont pu émaner de la part notamment des professeurs, il reste relativement populaire dans l'opinion. Et puis il y a l'écologie qui a attiré toutes les attentions pendant toute la journée. C'est finalement Barbara Pompili qui va récupérer ce poste ô combien stratégique. Le Premier ministre Jean Castex a évoqué à quel point c'était un chantier prioritaire. Mais c'est vrai que même si Barbara Pompili, on sait qu'elle a été membre d'Europe Écologie Les Verts avant de rejoindre La République En Marche. Elle n'a pas forcément la stature d'un Nicolas Hulot et sans doute qu'on a pensé à d'autres possibilités, notamment du côté d'Europe Écologie Les Verts, mais qui ont été probablement refusées par les Verts. Et donc Barbara Pompili récupère donc ce poste. À noter que Franck Riester, que vous évoquiez, se retrouve ministre délégué au commerce extérieur, à l'attractivité. Vous demandiez s'il avait démérité. C'est une façon de le consoler un petit peu, de quitter ce poste qui n'est pas forcément simple, ce poste à la culture, parce que beaucoup ont souligné à quel point Emmanuel Macron et Brigitte Macron étaient omniprésents sur ce dossier et que peut-être Franck Riester a eu du mal à s'imposer. On verra ce qu'il se passera avec Roselyne Bachelot. Merci Karim. On va évoquer deux des noms que vous venez de citer, Karim. Gérald Darmanin à l'intérieur, c'est une demi-surprise, parce qu'on sait qu'il avait sans doute à cœur, à lui aussi, de pouvoir prouver dans les pas de Nicolas Sarkozy, l'un de ses mentors, qu'on peut réussir effectivement à l'intérieur après Christophe Castaner. Et puis aussi Barbara Pompili, effectivement, puisque un peu à l'image de ce qu'avait fait François de Rugy, elle est elle aussi transfuge d'Europe Écologie Les Verts. Du PS. Tout à fait. Et elle se retrouve au deuxième rang protocolaire au gouvernement, puisque ministre... Alors, j'ai pas entendu si elle était ministre d'État, d'ailleurs. Après Jean-Yves Le Drian, en tout cas, elle est en troisième rang. Après Jean-Yves Le Drian, donc elle est, à mon avis... Ce qui est intéressant, je trouve, dans le cas de Darmanin, c'est au fond, nous parlions tout à l'heure de la nécessité pour un président de la République d'avoir quelqu'un de fiable à ce poste. Or, Gérald Darmanin est un proche de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, le gouvernement contient pas mal de membres, d'anciens membres des gouvernements Fillon sous Nicolas Sarkozy. Bon, il est évident que Gérald Darmanin a conquis le badge de serviteur fidèle, d'abord de Sarkozy, ensuite d'Emmanuel Macron. De Xavier Bertrand auparavant, donc c'est un homme de fidélité. Et aussi, je vous rappelle qu'il était le seul de tous les ministres à être allé à la nomination officielle d'Édouard Philippe à la mairie du Havre. C'était le seul qui s'est déplacé, non sans courage. Et donc, au fond, quelque part, sa personnalité a été reconnue. Parce qu'au fond, aussi, vous vous rappelez l'extraordinaire suspense autour des impôts, autour des impôts directement. Donc, prélèvement à la source, dont il a réussi la transition assez brillamment. Voilà. Et vous vous rappelez que tout le monde était surpris, tout le monde avait peur, y compris le président de la République, et il y est arrivé. Et il y est arrivé sans finalement que personne ne le remarque. La réussite est passée inaperçue, mais l'échec aurait été cuisant. Donc Darmanin, ça devient, à mon avis, quelqu'un de très important dans le dispositif. La réaction de Roselyne Febvre dans un instant, mais on est avec Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Bonjour. Bonjour. Que vous inspire la composition de ce gouvernement Castex, issu de vos rangs, avec comme ministre de l'Intérieur qu'on vient d'évoquer, Gérald Darmanin, lui aussi issu de vos rangs? Bon, écoutez, c'est un air de déjà-vu. Il n'y a pas de nouvelle prise de guerre chez les Républicains, ce qui montre que le flot c'est Paris. Oui, Bachelot, je me trompe de Roselyne. Elle avait quitté la politique, je vous rappelle.
Ce qui est bizarre, si vous voulez, c'est que c'est un format hybride entre un gouvernement Sarkozy et un gouvernement de Nicolas Hulot, puisque vous avez Darmanin qui cohabite avec Mme Pompili, ce qui au plan idéologique reste à expliquer. Après, la nomination de Gérald Darmanin, je pense que c'est une évidence au plan politique parce qu'il a effectivement réussi plutôt dans ses fonctions. Après, c'est quelqu'un qui a successivement trahi tous ses différents mentors. Donc je pense qu'Emmanuel Macron prend plus de risques que nous. Plus de risques que vous, c'est-à-dire que vous considérez, vous, que l'opposition va être aisée avec cette équipe. On voit Éric Dupond-Moretti à la justice, par exemple. Vous pensez que ça va être un garde des Sceaux particulièrement rigoureux et dur avec le crime, ou au contraire qui sera aisé à critiquer ? Alors, Dupond-Moretti, c'est la bonne nouvelle du gouvernement. Je pense que c'est vraiment une personnalité forte, indépendante. On avait besoin de ça pour remettre de l'ordre, notamment dans le PNF, avec une logique qui ne soit pas une logique corporatiste, mais une logique de quelqu'un qui est en toute indépendance. Donc vraiment, c'est une nomination que je salue. Quant au risque, je veux dire, si vous voulez, que le poste de ministre de l'Intérieur, vous savez, c'est un poste extrêmement stratégique, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et donc, j'espère pour le président de la République qu'il est pleinement certain de la loyauté de Gérald Darmanin, parce que par le passé, il a abandonné un certain nombre de ses maîtres à penser. Donc, Emmanuel Macron, qui est lui-même un spécialiste par rapport à François Hollande, devrait prendre garde parce que l'histoire parfois se répète. Vous n'envisagez pas de soutenir même ponctuellement ce gouvernement sur un certain nombre de réformes ? On a vu des proches de Nicolas Sarkozy ces derniers jours saluer l'arrivée de Jean Castex à la tête de cette équipe. Oui, mais Jean c'est Castex, le cas de Franck Louvrier notamment, c'est le cas de Claude Guéant. Oui, Jean Castex, je le connais bien. C'est quelqu'un qui est de la Cour des comptes que je connais depuis 15 ans. J'apprécie beaucoup. Après, il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer. Il s'agit de s'opposer lorsqu'on n'est pas d'accord. Il y a fort à parier. Je travaille beaucoup sur l'écologie et l'énergie. Je ne pense absolument l'inverse de ce que pense Mme Pompili, notamment sur la politique industrielle et nucléaire. Donc, j'aurais aucun mal à la critiquer. Après, en matière de police de l'intérieur, je pense que Gérald Darmanin ne s'est pas réveillé communiste. Donc on devrait arriver à trouver des points de convergence. On commence à avoir, Roselyne Feuf, peut-être le début, non pas d'un accord d'appareil, parce qu'on en est très très loin, mais peut-être La République En Marche s'inscrire davantage encore dans ce centre droit dont on a vu progressivement évoluer Emmanuel Macron. De ce point de vue-là, l'arrivée de Jean Castex, Gérald Darmanin à l'intérieur, et même Éric Dupond-Moretti qui a très fortement critiqué les écoutes dont ont été victimes les avocats, notamment de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Est-ce que ce n'est pas tout cela finalement des services, non pas des services, mais en tout cas des signes envoyés en direction de Nicolas Sarkozy et de la branche sarkozyste des Républicains. Bien sûr. Et puis, il faut dire que Emmanuel Macron a beaucoup consulté les anciens présidents de la République, mais il écoute beaucoup Nicolas Sarkozy, notamment lorsque Nicolas Sarkozy lui aurait dit « Écoute, ne garde pas Édouard Philippe, ne fais pas l'erreur que j'ai faite de garder Fillon pendant 5 ans. » Donc, c'est vrai que de toute façon, l'électorat d'Emmanuel Macron, il a glissé au centre droit et à droite. La gauche est partie, elle a été déçue, donc elle s'en est allée. Donc, il y a des personnalités fortes, vous disiez Dupond-Moretti, je rappellerai qu'il a été quand même l'avocat de Patrick Balkany. Et effectivement aussi dans cette galaxie sarkozyste. Il y a beaucoup de galaxies sarkozystes dans ce gouvernement. Gérald Darmanin est un proche de Nicolas Sarkozy. Alors, ce qui peut être troublant, c'est qu'il a quand même, il faudrait rappeler qu'il a quand même une procédure judiciaire contre lui, Gérald Darmanin. C'est surprenant un peu qu'il ait ce poste. C'est un risque aujourd'hui. Oui, c'est un risque. Alors, j'imagine que le risque a été pesé et sous-pesé. Sans doute que ça n'aboutira pas, mais c'est un risque. La plainte a été classée avant qu'à nouveau... Non, c'est reparti. Elle est repartie. Alors, c'est le moment, c'est vrai, de parler des équilibres politiques. Bon, c'est un gouvernement... Et on va voir Claude Veil avec nous dans un instant. C'est un gouvernement électoraliste, électoral. Oui. Donc, le président, au fond, a tiré la conclusion. À gauche... c'est un grand désordre. La France insoumise a raté ses municipales. Le Parti socialiste s'est rangé derrière les écologistes. Donc, il ne tient compte que des écologistes. Oui, là, parce que là, il n'y a pas de prise. Et de l'autre côté, il sait que son électorat, maintenant, est à droite, et plutôt à droite. Et il assèche la droite, quand même. Et il assèche la droite, et c'est quand même l'opération numéro 1. Reste, je regardais le nombre de ministres proches du MoDem, et parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de revendications. Marc Fesneau, Marc Fesneau qui est délégué. Jacqueline Gouraud qui est là. Donc, je pense que
interventions du MoDem ont été retenues et les luttes du MoDem pour entrer au pouvoir ont été retenues. Par conséquent, on voit très bien que c'est un gouvernement qui divise la droite, quoi qu'en dise notre interlocuteur, et la droite, on la voit coincée quand même entre Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen ou son équipe de l'autre. On aura avec nous dans un instant, justement, pour une réaction notamment sur la désignation de Barbara Pompili, Karima Deliro, députée Europe Écologie Les Verts. Mais d'abord, Claude Veil est avec nous, éditorialiste politique à Nice Matin. Bonjour Claude Veil. Vous nous entendez? Bonjour Claude. Bonjour Raphaël. Que vous inspire ce gouvernement, les quelques surprises notamment qu'on évoquait, hein. Oui, allez-y. Non, il y a relativement peu de surprises. Ce qui frappe plus de la surprise, c'est plutôt la continuité, parce qu'on s'attendait à en effet des changements très importants, des entrées spectaculaires. On ne les a pas vraiment. On voit bien que les choix qui ont été véritablement importants dans l'esprit du président et du Premier ministre, enfin, manifestement, c'est le président de la République qui avait la main sur le casting, c'est le remplacement de Castaner par Darmanin qui s'impose de plus en plus comme un des hommes forts du quinquennat, après des examens réussis, je dirais, dans les exercices où il était précédemment, le passage comment ça s'appelle, la retenue à la source, un certain nombre d'épreuves qu'il a dû surmonter et dont il s'est tiré assez brillamment. Mais globalement, c'est plutôt un gouvernement, je dirais, de réparation plutôt que de reconstruction. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs ministres qui étaient sur un siège éjectable parce qu'ils étaient, je dirais, abîmés, voire cassés par l'exercice du pouvoir et qu'il fallait remplacer d'urgence. Donc c'est Castaner, c'est Sibeth Ndiaye, c'est Madame Pénicaud, et c'est Madame Belloubet, voilà. Et donc, au-delà, globalement, c'est un gouvernement et Nicole Belloubet. Donc, globalement, c'est un gouvernement de continuité. Alors, les phénomènes saillants, en effet, ça a été dit par vos invités, c'est évidemment le remplacement de Castaner par Darmanin à l'intérieur, et beaucoup plus étonnant, beaucoup plus spectaculaire, je dirais, parce que ça implique un vrai choix politique, le remplacement de Nicole Belloubet par Éric Dupond-Moretti, qui sera vécu comme une victoire par les avocats et une défaite par les magistrats, car les positions publiques très tranchées toujours et véhémentes qu'a prises Éric Dupond-Moretti sur un certain nombre de sujets qui touchent au fonctionnement de la magistrature, aux affaires, aux enquêtes en cours, le rendent pas très très populaire dans la corporation des magistrats. Je me souviens de ces prises de position extrêmement véhémentes contre la pratique, par exemple, des filets dérivants. Et d'une manière générale, dans tout ce qui a pu être dénoncé par certains, comme la mise en place d'une sorte de république des juges. On est dans une défense beaucoup plus radicale des droits de la défense, de la présomption d'innocence, et dans une volonté manifestement, après les péripéties récentes autour de ce qu'on a appelé l'affaire des écoutes ou des fadettes, une volonté plutôt de contenir le pouvoir des juges, dont certains ont pu penser qu'ils étaient un peu sortis de leur lit. On va aller voir Karima Delli dans un instant, qui est avec nous, qui nous attend. Mais Michel Cotta, ce duo, voilà. Parce qu'on sait souvent que intérieur-justice, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Mais là, ce virage sans doute sécuritaire qu'incarne Gérald Darmanin, et de l'autre côté, Éric Dupond-Moretti, qui va être très sourcilleux du droit de la défense. C'est un mélange détonnant. C'est un mélange détonnant. D'abord parce que comme les vedettes, au fond, comme l'était Nicolas Hulot, quelqu'un comme Dupond-Moretti est capable de dire du jour au lendemain: ce que vous faites ne me plaît pas, je m'en vais. Ce qui est toujours l'histoire de... Non, mais Nicolas Hulot, qui a créé un gros trouble à l'intérieur du gouvernement précédent. Lorsqu'il est parti, c'était effectivement une carte maîtresse qui d'un seul coup s'abattait. Alors, donc il faut... Et alors, je dois dire que les dialogues entre les deux, en imaginant ce que c'est qu'au Conseil des ministres ou dans des affaires particulières, le dialogue Darmanin-Dupond-Moretti, moi, ça me fait déjà rire d'avance en voyant l'un et l'autre sont des tempéraments, et l'un et l'autre n'ont pas envie de se laisser déposséder de leur pouvoir. Donc ça va être à suivre dans le gouvernement. Dans un pays, Roselyne Feff, qui a quand même inscrit dans son droit un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence, quelle est la logique aujourd'hui à nommer ministre de la Justice quelqu'un comme Éric Dupond-Moretti? Est-ce que
disons, ça appelle, ça annonce un virage stratégique? Non, je pense pas. Je pense pas, c'est un peu l'effet waouh. Je pense, c'est qu'il fallait, il faut toujours dans un casting qui est quand même assez convenu, Un gadget, un peu? pas un gadget, parce qu'on peut pas dire que ce soit un gadget. gros mais il gadget, prend- alors, un grand gadget. Oui, il prend peut-être un risque sur la personnalité. Certes, il connaît son sujet, mais c'est pas un politique, Dupond-Moretti. C'est pas un homme qui est rompu. Il connaît les rouages de la justice, mais ce n'est pas un politique. Nicole Belloubet, elle était à la limite un peu plus. Elle a eu des expériences politiques. Dans des cabinets, je crois, mais il n'est pas du tout politique. Donc, c'est toujours une prise de risque d'aller chercher des experts qui ne sont pas forcément... La politique, il faut être fait d'un bois particulier. Oui, C'est puis là, Michel... on est quand même une grande gueule, si vous me passez l'expression. Oui, Une grande c'est pas gueule. un expert au Il sens peut traditionnel du jour au classique du lendemain terme. dire Voilà. écoutez, vous m'emmerdez, ce que vous dites me plaît pas du tout. Mais enfin, ce Salut. sera l'attraction. Je le genre de je personnalité. parie que demain, Oui. il sera à la une Ah, de tous les journaux. Sur le perron de Oui. Matignon, ils seront nombreux, enfin, en tout cas de l'Élysée, pour le premier conseil des ministres de l'ER Castex. Karima Delli, que vous inspire? Merci d'être avec nous d'abord. Je précise que vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Que vous Merci à inspire ce gouvernement et l'arrivée au troisième rang protocolaire de Barbara Pompili, nouvelle ministre de l'écologie, que vous avez bien connue au sein de votre parti? La première réaction, c'est que on voit, vous en avez parlé, il y a un peu les annonces un peu tape à l'œil, mais il y a surtout la montée en puissance de 3 ministres sarkozystes. Et donc le nouveau gouvernement Castex, il a bien une orientation. Le et de droite et de gauche, c'est terminé. Maintenant, c'est et de droite et de droite. Ça, c'est la première chose. Je pense que en même temps fera que malheureusement, on ne fera pas d'écologie. J'ai beaucoup de respect et même d'amitié pour Barbara Pompili. Je la connais bien, mais je sais qu'elle n'aura aucune marge de manœuvre. Là où Nicolas Hulot, malheureusement, a échoué, Barbara Pompili ne pourra pas triompher. C'est assez clair. C'est assez clair. Vous vous placez, on le voit bien résolument, donc dans l'opposition. C'est pas vraiment une surprise non plus. Est-ce que vous ne regrettez pas tout de même qu'un certain nombre de grandes voix de l'écologie, et peut-être même des membres de votre parti, n'aient pas rejoint l'équipe gouvernementale pour tenter justement de donner corps à ce virage que le président appelait de ses voeux? Non, parce que justement, nous n'allons pas nous contenter d'un gouvernement qui réellement fasse du surplace. Les Français envoient un message très fort, il est temps d'accélérer la transition écologique. Et nous ne pouvons pas accepter le surplace. Et nous n'avons pas le temps d'accepter ça. Et on voit bien que depuis 3 ans, c'est des petits pas à la marge, alors qu'aujourd'hui, il faut faire des grands sauts sur la rénovation énergétique, des grands sauts sur les énergies renouvelables, des grands sauts sur l'agriculture biologique. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y aura aucune marge de manœuvre parce qu'il n'y a pas justement ce logiciel écolo à travers de l'ensemble des ministères. C'est un regret et je pense que le temps n'est plus à avoir des gouvernements comme ça, grandes paroles, mais pas du tout des actes. Ce gouvernement placé sous le signe de la décentralisation, semble-t-il, ce sont les premiers mots, en tout cas de Jean Castex. Ça ne vous convainc pas sur la possibilité de passer justement des paroles aux actes, notamment en matière d'écologie? Mais non, mais monsieur Jean Castex, qu'est-ce qu'il connaît de la transition écologique? Qu'est-ce qu'il connaît? C'est un mot dont il ne parle quasiment pas. Regardez sa dernière interview, il dit « Nous continuons, les premières réformes, c'est absolument la réforme des retraites, etc. » Nous, ce que nous disons, c'est assez simple. Si nous enclenchons la transition énergétique et écologique, ça va créer de l'emploi, parce que la bataille du climat, c'est la bataille de l'emploi. Lorsque vous mettez des investissements intelligents dans la rénovation thermique, c'est bon pour les ménages, c'est bon pour leur pouvoir d'achat, c'est bon pour la création locale d'emplois. Quand le bâtiment marche, tout marche. Et je peux le décliner dans tous les secteurs. Vous voyez? Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, on dit c'est une obligation. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans? Je regarde, je suis députée européenne, mais la France est en retard. Où sont réellement nos objectifs sur le CO2 et les accords de Paris? Nous sommes encore très loin. Où sommes-nous sur la fin des pesticides? Nous sommes encore très loin. L'artificialisation des sols, nous sommes très loin. Est-ce qu'on va écouter enfin ce que l'appel des Français est clair?
ils veulent plus de transition écologique. Et je vois que la composition de ce gouvernement ne sont pas à sensibilité écologique et je le regrette. Merci Karima Delli d'avoir été avec nous d'Europe Écologie Les Verts. Michel Cotta, on va évoquer aussi deux noms de personnalités qui ont été un peu des révélations du premier ou des gouvernements d'Édouard Philippe et qu'on voit aujourd'hui soit rétrograder, soit même disparaître. C'est le cas de Marielle Schiappa qu'on attendait à l'égalité femmes-hommes, peut-être à la tête d'un grand ministère. Et puis finalement, elle est ministre déléguée à la citoyenneté. Est-ce que c'est pas une déception, Alors, ça c'est sûrement une déception. Je dois dire que moi, son comportement juste avant le remaniement m'a étonnée. Parce que généralement... C'est quasiment portée candidate. Hein. Oui, elle s'est portée candidate et elle s'est portée candidate plusieurs fois à un plus grand ministère. Après un échec dans le 14e arrondissement de Paris au municipal. Franchement, je pense que c'est de nature à décourager plutôt celui qui fait le gouvernement. Je crois que là, elle a trop pris la lumière. Gérald Darmanin s'était permis lui aussi de proposer ses services pour un plus grand ministère. Oui, mais il se trouve que lui, d'abord il a pris le faire, mais ensuite on avait besoin de lui. Tandis que finalement, ce qu'on donne à Marielle Schiappa, la citoyenneté, tout ça, ça recouvre vaguement l'égalité, la liberté, la fraternité. Bon, c'est-à-dire qu'elle s'en sort, mais à mon avis, ça fait partie des gens qui auraient mieux fait de se taire avant le remaniement. Sibeth Ndiaye, remplacée par Gabriel Attal comme porte-parole du gouvernement, ce n'est pas vraiment une surprise, mais Gabriel Attal, c'est la bonne personne ? Oui, Attal est très. Je trouve qu'il est très performant pour ça. Il parle relativement bien. Il est une image de jeunesse. Sans doute, on a tous été très injustes avec Sibeth, qui est vraiment, si j'ose dire, l'expression de temps en temps un peu fleurie, un peu trop spontanée. Mais qui reste quand même... Qui avait été choisi pour ça, justement. Et qui reste une figure du macronisme, finalement. Alors, il y a encore les secrétaires d'État qui vont suivre, peut-être à la fin de la semaine. Oui, puisqu'on ne connaît que Gabriel Attal comme secrétaire d'État. Il y aura une séance peut-être de rattrapage. C'est vrai que... c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'injustices. Bon, elle a fait quelques bourdes, c'est vrai, mais elle a fait son travail de porte-parole, qui est quand même pas une sinécure, faut le reconnaître. Mais en tout cas, pour l'instant, elle passe à la trappe. Tout comme d'autres ministres, comme plus gros ministres, comme Nicole Belloubet ou Muriel Pénicaud. Ceci étant, le gouvernement est loin d'être resserré. Oui. On avait parlé d'un gouvernement resserré, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Alors, Jean Castex avait un peu douché les ardeurs, là, oui, mais c'est toujours pareil. Tous les gouvernements, tous les remaniements qui m'a été donné de commenter, tous les premiers ministres ont commencé en disant... un gouvernement, un président de la République. Et puis finalement, vous avez un grand ministère qui regroupe près l'emploi, l'économie, le MITI à l'américaine, comme on disait. Ce dont avait hérité Pierre Bérégovoy sous Michel Rocard. Oui, justement, ça avait été contesté. Un État dans l'État, c'est voilà. ce qu'on disait à l'époque. Non, mais puis surtout, quand on dit Macron à Matignon, on a vu les commentaires ou les éditos. Je me souviens quand même la une de Libération, lorsque Fabius remplace Pierre Mauroy, et le titre de Libération, c'est Mitterrand à Matignon. Oui. Ce qui a poussé Fabius à cette fameuse phrase, lui c'est lui, moi c'est moi, justement pour se démarquer. Ceci étant, là, ça a été spectaculaire, je dois dire, parce que je n'ai jamais vu pendant la Constitution, le gouvernement, un Premier ministre faire autre chose. Oui. Toute l'après-midi, il a peut-être justement fait des choses importantes, mais c'est la première fois, moi, que je vois un Premier ministre qui n'est pas entre Matignon et l'Élysée pendant la constitution du gouvernement. Claude Veil, qu'est-ce que ça indique, ça, justement ? Vous disiez, il y a assez peu de surprises, effectivement, on n'a pas un gouvernement resserré, on a un gouvernement qui s'est fait entre Emmanuel Macron et Alexis Collère ? Oui, absolument. Je viens de compter, il y a 30 ministres et ministres délégués. On ne peut pas dire que c'est un gouvernement resserré. Ce qui est intéressant, c'est les solutions qui n'ont pas été retenues, les choses qui ont été éventuellement envisagées et finalement non retenues, comme la constitution de grands pôles. Grands pôles, ça veut dire des grandes baronnies avec des gens qui prennent un pouvoir considérable au sein de l'appareil gouvernemental et qui finissent par court-circuiter l'autorité du Premier ministre pour avoir l'accès direct à l'Élysée. Ça n'est pas manifestement le choix qui a été fait. Là aussi, du point de vue de la structure gouvernementale, il y a une grande continuité. Juste un petit mot sur Sibeth Ndiaye. Son remplacement s'imposait non pas à cause de ses erreurs, mais parce que pour quelques erreurs qu'elle a commises, elle était devenue de fait
la tête de turc de l'opposition et des réseaux sociaux. Et donc, sa parole était devenue inaudible, et c'était en partie injuste, mais c'est comme ça. Et donc, l'a remplacé par Attal, qui est probablement celui qui exprime le mieux la pensée d'Emmanuel Macron. C'était un choix qui paraissait tout à fait logique. Je voudrais revenir aussi, si vous le permettez, sur l'environnement. Le choix de Pompili, d'une certaine façon, la dame qui s'est exprimée tout à l'heure d'Europe Écologie Les Verts, la façon dont c'est exprimé suffit à elle seule à expliquer pourquoi, en réalité, il n'y avait pas d'autre choix que Barbara Pompili. Parce que l'écologie en France, dans son pôle dominant, dans son centre de gravité, est devenue de fait un parti antilibéral, anticapitaliste, dont le cœur de la conviction est qu'il faut travailler moins pour produire moins, pour consommer moins, et que l'écologie est incompatible avec la croissance économique, pour dire les choses brutalement. Comme évidemment le choix que fait Emmanuel Macron, c'est celui de la reconstruction et du développement économique et de la croissance, il est obligé de s'adresser à une aile minoritaire au sein de la famille écologiste, qui ne comprend guère que François de Rugy, écarté dans les circonstances qu'on sait, d'autres qui ont disparu de la circulation, et Barbara Pompili, qui était la plus proche de François de Rugy, qui représentait cette petite famille, je dirais, éco-compatible, économie-compatible au sein de la famille écologiste. On a une réaction politique, là à l'instant, celle de Nicolas Bay, qui est avec nous, eurodéputé Rassemblement National. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Que vous inspire cette nouvelle équipe gouvernementale ? Y voyez-vous des surprises et peut-être, avec l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti, une garantie d'indépendance pour la justice ? Je ne vois pas tellement de garantie d'indépendance, pour commencer par M. Dupond-Moretti, puisque c'est quelqu'un qui avait pris toujours des positions politiques très outrancières. Il y a quelques années, il demandait l'interdiction pure et simple du Front National à l'époque, le Rassemblement National actuel, c'est-à-dire qu'il voulait l'interdiction d'une force politique qui est la première formation politique de France dans beaucoup d'élections. C'est quand même pas très rassurant de le voir aujourd'hui installé au ministère de la Justice. Puis d'une manière générale, le président de la République nous avait dit qu'il fallait se réinventer, parler d'un nouveau chemin. On s'aperçoit que finalement, il faut que tout change pour que rien ne change. Et il y a un grand jeu de chaises musicales. Certains ministres voient leur périmètre augmenter, d'autres voient leur périmètre rogner, mais il n'y a finalement pas beaucoup de changements. Gérald Darmanin à l'intérieur, ça vous rassure en matière de sécurité, ça ? Ça ne me rassure pas, parce qu'on voit bien que les ministres qui viennent de la droite sont pas forcément plus courageux que d'autres dans la Macronie. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'Emmanuel Macron, il avait comme objectif de liquider Édouard Philippe, qui était trop populaire, d'évacuer aussi les grands brûlés comme Christophe Castaner, mais sinon pour le reste, ce sera la même politique menée pour l'essentiel par les mêmes. Sur l'économie, Bruno Le Maire qui reste en poste avec visiblement donc un portefeuille avec une nouvelle dénomination. La relance, ça indique qu'on va avoir un gouvernement qui va continuer autant que faire se peut à aider les Français, notamment avec les mécanismes qui ont été mis en place à l'occasion du confinement. Qu'en pensez-vous ? Non, mais soutenir l'économie française en soi, nous y sommes évidemment favorables, mais il faut juste que ce soit fait parce que c'est fait avec de l'argent public, donc l'argent qui provient de la poche des Français, du contribuable. Il faut que ce soit au service. Pour l'instant, il provient surtout de l'endettement, hein, plus que des impôts. Oui, mais enfin l'endettement d'aujourd'hui, c'est l'impôt de demain. Et le problème, c'est que il faudrait quand même que ces aides financières à l'économie réelle, qui ne sont pas critiquables en tant que telles, soient conditionnées par un certain nombre de critères, de maintien de l'emploi, de non-délocalisation, d'absence de recours à la main-d'œuvre étrangère, c'est-à-dire au détachement des travailleurs. Voilà, et sur tous ces sujets-là, on voit bien que le gouvernement n'a pas de problème pour verser des milliards à Renault ou à Peugeot, mais ensuite Renault, quelques jours après, nous explique qu'ils vont délocaliser ou qu'ils vont fermer certains sites. Peugeot nous explique qu'ils vont avoir recours massivement à la main-d'œuvre venant de Pologne. Donc on voit que la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement, c'est une politique qui est finalement assez généreuse à l'égard des grands groupes, beaucoup moins à l'égard des TPE et PME, et finalement, ça n'est pas conditionné par le maintien de l'emploi en France. Or, c'est ça le plus important. Merci Nicolas Bay, réaction donc pour le Rassemblement National. Michel Cotta, l'économie, on sait, ça va être un des grands dossiers des prochains mois. D'ailleurs, Jean Castex a promis de s'y atteler personnellement, avec notamment cette première visite très symbolique dans une entreprise de l'Essonne de semi-conducteurs. On le voit, Bruno Le Maire est maintenu à l'économie, finance, relance, avec Olivier Dussopt au compte public. Ça annonce quoi, ça, comme attelage ? Ça annonce, au fond, peut-être
le malentendu que révélait Karima tout à l'heure. C'est-à-dire, d'un côté, il y a effectivement un gouvernement qui veut la relance, qui s'en donnera sans doute les moyens, qui s'en donne déjà les moyens, qui pense en premier à l'emploi. Et puis de l'autre côté, des écologistes qui trouvent que finalement la fin du mois est moins importante que la fin du monde. Et la coexistence de ce gouvernement, dans ce gouvernement du mouvement écologiste posera effectivement un problème. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas d'ayatollah, il n'y a pas d'ayatollah écologiste dans ce gouvernement, mais les écologistes feraient bien quand même de considérer que leur victoire n'est pas une victoire totale, c'est quand même une victoire. Ils ont conquis des villes, c'est vrai, mais ils n'ont pas conquis l'opinion tout entière. Et en plus, c'est dans un scrutin où quand même le vote a été minoritaire. D'autant qu'on va voir les derniers sondages présidentiels qui ont été réalisés ces derniers jours et qui montrent que Emmanuel Macron et Marine Le Pen continuent d'arriver très largement en tête dans les intentions de vote des sondés. Roselyne Febvre, l'économie, Bruno Le Maire va devoir cohabiter avec un homme venu de la gauche, Olivier Dussopt. Ce n'était pas le cas avec Gérald Darmanin précédemment, puisqu'on le disait souvent, ce pôle de Bercy était un pôle essentiellement qui avait été confié à des gens venus de la droite. On va voir comment ça va se passer. Et puis au travail, Elisabeth Borne qui arrive, donc qui n'a plus en charge l'écologie et le transport, qui va dorénavant s'occuper du travail. Elle va être en première ligne, Elisabeth Borne. Oui, elle était plutôt appréciée pour preuve, puisqu'elle reste dans ce gouvernement. Mais Michel a raison pour un mot sur le maire. Le maire a été plutôt à bien gérer. Beaucoup vu dans le confinement. Hein. Voilà. Il s'est révélé d'une certaine manière. Il s'est révélé, et surtout. Il a poussé au niveau européen pour avoir une relance européenne. On a vu quand même que les Allemands ont changé du tout au tout, en tout cas Angela Merkel, et que je pense qu'il n'y est pas totalement étranger, Bruno Le Maire. Il est, comme on le sait, germanophile, germanophone, il parle très bien allemand, il maîtrise la langue de Goethe, et puis il a un prisme européen et allemand. Donc je pense qu'il a pu peser dans le dispositif, et d'ailleurs son titre c'est ministre aussi de la relance. Puisque ça va être... il n'a cessé de dire pendant le confinement que cette crise allait être pire que celle de 29. Donc, c'est le personnage, on va dire, qui, lui, typiquement prend du galon, mais il y en avait... Sans changer finalement de date. Sans changer, donc on ne change pas vraiment, on ne change pas de cap. Vous avez parlé d'Olivier Dussopt. Alors c'est très important. On arrive au terme. Moi j'ai vu la montée d'Olivier Dussopt. Oui. Très discrète. Montée très discrète, mais où progressivement tous les membres du gouvernement disaient « Ah, il est pas mal, il est même très bien, il vient du Parti socialiste, mais il est très bien. » Vous savez, du côté des sarkozystes. En tout cas, donc on a vu que Dussopt, sans arriver au stade de Bruno Le Maire, est quand même sera aussi important, ne serait-ce que pour le en même temps. En fait, il n'y a que du Macron compatible dans ce gouvernement. Et tout à fait, Roselyne. C'est ça, donc cette équipe de combat qu'on va voir à l'œuvre donc dans les prochaines semaines. Oui, ça, on entend ça aussi. Merci à l'équipe de combat, en tout cas, qui était à mes côtés sur le plateau de France 24. Merci à vous, Roselyne, chef du service politique de France 24. Merci également à Michel Cotta, qui nous a fait l'amabilité d'être avec nous pour commenter en direct l'annonce de ce nouveau gouvernement, ainsi qu'à Claude Veil de Nice Matin, qui était avec nous, lui, un peu plus à distance. Et on vous salue au passage, Claude. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. L'actualité continue.